Donc cette deuxième partie de notre section, de notre session, va débuter avec une présentation dont le titre est « Planter pour produire une ressource adaptée aux usages du bois ». Elle va être faite par Alain Bailly, qui est délégué territorial FCBA pour le Sud-Ouest et qui est responsable du pôle biotechnologie et sylviculture avancée. Alain, je te laisse le micro. Merci Yves, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et donc effectivement j'ai la charge de traiter de la question de la plantation par rapport aux usages du bois. Donc en fait je voudrais articuler ma présentation autour de 4 points. Rappeler un peu les liens importants entre les marchés, parce qu'on parle d'usage, mais ça commence par les marchés, les liens entre les marchés, les usages et puis les qualités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce que peut amener le bois par rapport à ces marchés et ces usages. Le deuxième point, c'est de prendre 3 exemples de l'intégration de ces notions de qualité du bois dans les programmes d'amélioration génétique et dans les programmes de création variétale, parce que je pense que c'est ce terme qu'il faut employer. Le troisième point, c'est comment la plantation peut créer des itinéraires sylvicoles nouveaux qui intéressent des industriels, qui intéressent des producteurs de bois. Donc comment avec la plantation on peut arriver à avoir des choses un peu originales. Et puis le dernier point qui me paraît le plus important aussi, c'est ces notions de contractualisation, c'est-à-dire que je crois que la plantation permet aussi qu'un certain nombre d'industriels interviennent en forêt, interviennent auprès des propriétaires forestiers, et donc quelque part relance un peu l'investissement forestier. Alors sur les marchés usage-qualité, aujourd'hui on a, et on le voit bien, beaucoup de marchés, des marchés qui évoluent et qui évoluent fortement, et puis donc qui créent de nouveaux usages ou plutôt qui orientent la production de bois pour des nouveaux usages. Alors sur le secteur de la construction, on voit que maintenant les besoins sont sur des produits beaucoup plus techniques, qui remplacent les produits traditionnels, et je crois que le meilleur exemple c'est le CLT, qui permet aujourd'hui d'envisager, Adivbois en est l'exemple, permet d'envisager de construire des immeubles à grande hauteur à partir de bois. Donc ça c'est important, et ça il faut qu'on puisse en tenir compte par rapport à notre ressource. Le deuxième point, c'est qu'il y a des produits à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, les marchés de la pâte à papier se développent beaucoup sur les questions d'emballage. Il ne faut pas l'oublier. Sur les questions d'emballage, avec le e-commerce, on a aujourd'hui vraiment une intégration très forte entre les industriels de la pâte, la fabrication de la pâte, et les commerciaux qui vendent des produits sur les questions d'emballage. Il y a aussi toute la question des micro-nanofibrilles de cellulose qui est quelque chose qui est en plein essor et qui est relativement récent. Donc pas oublier qu'il y a aussi des possibilités sur ces secteurs de la pâte à papier de forte valeur ajoutée. Puis enfin, le dernier élément, c'est le secteur de la chimie. On a un exemple dans le sud-ouest avec Tembec, et un certain nombre d'autres projets en cours où la chimie peut décarboner l'économie, et donc ça paraît important et ça va se développer. Je rappelle, et là tout le monde connaît ce schéma, mais je l'aime bien en fait, un schéma de 99 qui montre qu'on peut tout utiliser. C'est Hervé qui dit toujours que dans le cochon tout est bon, dans le bois aussi, c'est un peu la même chose. Et que c'est en fonction de ces éléments-là que le bois va pouvoir être utilisé dans tous les domaines. Bon, évidemment, les planches sur les constructions ameublement, on en a parlé, mais on va aller plus loin sur les papiers, cartons, panneaux isolants à partir des fibres et des cellules, et puis les nouveaux renforts avec toutes les questions de microfibrilles, et puis la dernière partie qui est toujours sur les additifs, la chimie verte à partir des molécules. Donc, c'est bien de ça qu'on va dépendre, c'est bien de la qualité de ces différents éléments que va dépendre les usages, et puis derrière pouvoir répondre aux différents marchés. Et donc qu'est-ce qui influence ces différents points? On a donc un certain nombre de caractères, beaucoup de caractères, la rectitude, l'angle des branches, le diamètre des branches qui sont assez connus, densité du bois initial, densité du bois final, homogénéité du bois, largeur de cerne, la notion de bois juvénile, de bois de réaction, fibres de cellulose, les molécules, les singularités, tout ça c'est des éléments qui sont dans le bois et qui vont avoir des conséquences sur les qualités et des conséquences derrière sur les usages. Et donc tout ça c'est sous la dépendance de 3 facteurs, et je le rappelle, il me semble important qu'on le rappelle. Il est sous la dépendance de l'espèce, on ne fera pas la même chose avec des feuillus et avec des résineux, je vais revenir dessus. Il est sous dépendance de la variété,
ne faut pas utiliser n'importe quelle variété pour n'importe quel usage. Et puis il est dépendant aussi de l'itinéraire sylvicole, et j'intègre dans la notion d'itinéraire sylvicole la notion de station, puisqu'en fait c'est bien l'itinéraire sylvicole, c'est une interaction entre une espèce, une station, et puis une sylviculture. Et le seul moyen de pouvoir intervenir là-dessus, c'est bien de pouvoir faire un choix, de pouvoir orienter, c'est bien la plantation. Donc ça me paraît important de pouvoir le rappeler quand on parle de ces usages. Alors, en termes d'exemples, dans les 3 exemples, c'est 3 approches différentes sur la notion de variété, c'est-à-dire sur la notion d'intégration des qualités du bois dans la création variétale. On a l'exemple du peuplier, où là, en fait, on a sélectionné le peuplier pour des critères qui sont des critères de résistance à des maladies, pour des critères d'adaptation, pour des critères de croissance. Et puis ensuite, une fois qu'on avait sélectionné ça, on a regardé quelles étaient les qualités de ces différents clones de peuplier. Donc c'est bien une caractérisation a posteriori de ces qualités. C'est un travail qui a été réalisé en 2009 et 2013 avec un certain nombre de partenaires qui sont cités ici, et où on a caractérisé les différents clones disponibles aujourd'hui en peuplier pour les sylviculteurs et pour les utilisateurs. Et en fait, j'ai juste pris l'exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, j'ai juste pris l'exemple des essais mécaniques, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. On utilise beaucoup le peuplier sur l'emballage, on n'y pense pas beaucoup pour des bois de structure et des charpentes. Et en fait, on a fait donc des essais mécaniques. Vous avez ici des planches de différents clones de peuplier, et puis les dispositifs pour les casser. Et puis alors, quand on arrive au résultat, on voit très nettement que, en fonction du cultivar, donc du clone, vous avez en fait des caractéristiques mécaniques qui sont très différentes selon ces clones. Et vous vous apercevez qu'en fait, par exemple, sur un certain nombre de clones, vous avez 100% pour le Lambro et le Soligo qui sont les premiers, vous avez 100% des planches qui sont aujourd'hui en C24, donc qui ont une très bonne résistance mécanique. Et ça me paraît important. Et puis par contre, en revanche, vous avez donc un certain nombre de clones où là, on est quand même beaucoup plus loin de la qualité optimale en C24. Donc là, a posteriori, une fois qu'on a ces caractéristiques-là, on pourra planter des clones avec des objectifs d'utilisation pour des bois de structure en clones de peuplier. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du pin maritime. Alors, bon, tout le monde connaît le pin maritime. La principale caractéristique du pin maritime, c'est que ça a beaucoup de branches. C'est sûrement pour ça que ça pousse bien dans un certain nombre de zones. Puis ça a des branches qui ont des formes un peu différentes, soit des gros nœuds, soit des nœuds un peu, avec des conséquences très classiques sur les planches que vous avez à côté, avec présence ou pas de nœuds adhérents. Enfin bon, je vais pas. Évidemment, c'est toujours simple. La grosseur des branches est toujours corrélée négativement à la croissance. Ça paraît évident, comme je l'ai dit. C'est bien parce qu'il a des branches qui poussent vite. Donc ça nous paraît, c'est corrélé négativement. Alors, le deuxième critère important dans le pin maritime, en plus des branches, c'est le fameux écart à la verticalité, donc la fameuse courbure basale du pin maritime. Alors, elle a 2 conséquences, cet écart à la verticalité. La première, c'est la question de stabilité. Cette courbure fait que, on l'a bien vu sur les tempêtes, on le voit très très bien sur un certain nombre d'événements, quand ils sont bien tordus à la base, ils tombent quand il y a un premier coup de vent, donc l'écart à la verticalité. En revanche, cette stabilité. En revanche, l'écart à la verticalité, il a des effets indirects sur la question du bois de compression et de l'anisotropie du bois. Donc le fait que vous ayez bien une courbure fait que le bois formé à l'intérieur de la courbure et à l'extérieur n'a pas la même qualité. Et ça a des conséquences également sur le flambement d'un certain nombre de planches en Syrie. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on doit travailler pour adapter, par plantation, pour adapter la ressource aux usages. Et puis, qu'est-ce qu'on fait donc sur le pin maritime ? En fait, on intègre un certain nombre de ces qualités dans les indices de sélection qui permettent de sélectionner les différentes variétés. Bon, évidemment, on mesure les performances, 8 et 12 ans en hauteur circonférence, donc ça c'est la croissance pour le pin maritime. Puis on rajoute la question de l'écart à la verticalité, on mesure donc pour tous les arbres quel est l'angle qu'il fait par rapport à la verticale, donc on vérifie tous ces éléments-là. Mais on rajoute également d'autres points qui sont la densité du bois, ici mesurée sur le terrain avec un résistographe, et l'angle du fil. Alors je n'ai pas illustré l'angle du fil, mais c'est comment dirais-je, oui, c'est comme son nom l'indique, c'est bien l'angle du fil, et ça a une conséquence sur la stabilité des sillages une fois au moment du séchage, en fait. Donc on intègre dedans, et on intègre également la branchaison, j'en ai déjà parlé. Et donc c'est bien en intégrant ces différents éléments qu'on arrive à sortir des variétés qui améliorent, qui sont un peu plus droites, qui ont un angle du fil un peu meilleur, qui ont des branches plus petites, etc., etc. Donc ça, c'est important.
Troisième exemple, c'est l'exemple du Douglas. Alors le Douglas, on vient de lancer un programme, hein, vous avez ici le schéma, lancer le programme d'une création d'une population d'amélioration. Et là, en fait, on a pris le problème en amont et on a décidé, avec l'appui de France Douglas et avec le comité de pilotage de ce projet Douglas Avenir, de lancer une enquête avant de lancer le programme d'amélioration pour que les gens, tout le monde soit bien d'accord sur quels critères on améliore de Douglas. Cette enquête a été faite avec l'appui de France Douglas auprès de 100 personnes qui sont en fait soit des propriétaires, soit des acheteurs, soit des gestionnaires de peuplement de Douglas, et on leur a posé un certain nombre de questions. Bien évidemment, on a stratifié notre échantillon selon les différentes régions productrices de Douglas, avec le cœur des producteurs de Douglas, hein, le Massif central, mais également les régions de l'Ouest où il y a pas mal de Douglas qui sont plantés et de Douglasiculteurs qui existent. Les résultats en fait de cette enquête, hein, c'est que vous avez, alors la lecture, je ne vais pas insister dessus, la lecture de ce diagramme, c'est en gros, il faut regarder la ligne rouge qui donne le poids relatif des différents facteurs donné par 50% de l'échantillon interrogé. Hein. Donc on voit que pour la majorité, pour les gens interrogés, il faut qu'on améliore sur tout, hein, à peu près tout, avec un tout petit plus sur la question de la forme. Donc ce que les gens demandent de manière globale, c'est qu'on améliore le Douglas sur sa forme, donc ses branches, etc., en gardant sur une productivité qui est à peu près la même. Et puis quand on va un peu plus loin, je mets juste ces deux éléments, quand on va un peu plus loin, ce que demandent les gens, hein, et ça me paraît important, c'est qu'on on améliore très sensiblement le Douglas sur la question du duramen, le taux de duramen, puisque c'est ça qui fait la force du Douglas. Donc nous, améliorateurs, par rapport à ces variétés, on va tenir compte de ces éléments-là, les intégrer dans les programmes d'amélioration pour pouvoir répondre dans les prochaines années avec des variétés pour répondre à ces besoins qui sont exprimés collectivement. Voilà. Deuxième point, c'est les itinéraires sylvicoles. Alors qu'est-ce que permet la plantation par rapport aux classiques, par rapport aux itinéraires classiques? Je ne vais pas revenir sur les itinéraires classiques, hein, parce qu'on les connaît tous, mais ça permet en fait d'imaginer soit des systèmes de taillis à courte rotation, hein, assez classiques, hein, qui sont des 1000 à 2000 tiges par hectare, des rotations relativement courtes de 7 à 10 ans, des petits arbres qui sont 15 cm ou 15 mètres de haut, mais qui sont exploités avec des méthodes entre guillemets traditionnelle. Vous avez ici une machine d'exploitation de bûcheronnage classique. Donc là, on reste dans une notion de TCR, donc des arbres qui ont un tronc et un tronc assez long et un houppier assez long, quoi, en fait. Mais vous avez également la question des TTCR, hein, où on plante aux alentours de 7 à 15 000 tiges par hectare, avec des rotations de 2 à 4 ans, et là avec des systèmes d'exploitation qui sont comme des espèces de moissonneuses, hein, pour récupérer l'ensemble de la biomasse. Alors, aujourd'hui, en France, on a beaucoup de TCR, hein, enfin beaucoup de TCR. Il y a eu des développements de TCR, hein, eucalyptus et peuplier. Vous avez là tout n'est pas exhaustif, hein, là-dessus, mais vous voyez que cette répartition est liée aux utilisateurs. Donc là aussi, on est bien sur cette notion d'adaptation d'une ressource à des utilisations industrielles. Mais en plus, ça c'est pour les TTCR et les TCR, donc en fait des espèces qui rejettent de souche, mais sur les questions des résineux, on a aussi d'autres expérimentations sur les questions d'itinéraires dédiés et de semi-dédiés. Donc l'itinéraire dédié, c'est en gros, on plante des résineux et puis on fait aucune éclaircie et on récolte au bout d'un certain temps, hein, donc l'ensemble de la parcelle, c'est assez développé dans des pays comme en Irlande ou en Écosse, hein, il y a déjà pas mal de parcelles de ce type-là. Et puis le semi-dédié, c'était l'idée d'augmenter la production, toujours pour des utilisations biomasse, hein, que ce soit en trituration ou autre, d'augmenter la production en faisant en plantant en double densité, en laissant pousser le peuplement, et au moment de la première éclaircie, on enlève la moitié du peuplement, hein, c'est-à-dire on enlève ce qui a été surplanté, quoi, en fait, hein. Et puis derrière, c'est pour ça que ça s'appelle semi-dédié, derrière on refait une sylviculture classique en résineux pour rejoindre les itinéraires, oui, classiques qu'on connaît tous et qui pourraient être obtenus avec des régénérations naturelles. Alors en fait, juste, je cite ce petit schéma qui est issu d'un travail qu'on a réalisé avec l'ONF qui a été publié il y a à peu près un an, hein, où en fait on a comparé le bénéfice actualisé sur une séquence infinie, hein, donc je ne rentre pas dans les détails, mais en gros ce qui permet de comparer différents itinéraires qui n'ont pas la même durée de révolution, hein. Et en fait on a comparé, vous avez à gauche ici
j'espère que ça se voit, oui, à peu près, hein, en couleur, en bleu le Douglas, en orange l'épicéa et en gris le pin maritime. Vous avez ici les itinéraires classiques avec, pour le Douglas, plantation 11 centigectares, pour le pin maritime 1250 et puis pour l'épicéa 16 centigectares. Donc ça c'est la rentabilité, enfin le bénéfice actualité en séquence infinie pour les plantations classiques. Alors les hypothèses, c'est en gros 3% d'actualisation et les prix des bois sont calculés sur les prix moyens constatés à l'Office national des forêts entre 2012 et 2015, donc ça correspond à une certaine réalité. Vous avez derrière les itinéraires dédiés, entre 11 centiges pour le pin maritime et puis 1250, 1600, etc. pour les autres espèces. Vous voyez bien que là, en dédié pur, la rentabilité n'est pas obligatoirement atteinte pour les espèces comme l'épicéa et le Douglas, et les pins maritimes. En revanche, pour le Douglas, il semblerait qu'on puisse avoir des possibilités de faire des peuplements dédiés plantés à 11 centigectares. Bon, vous regarderez l'article si vous en souvenez. Par contre, en revanche, en semi-dédié, on voit très clairement qu'on n'est pas très très loin on se rapproche des rentabilités avec des peuplements classiques. Donc ça veut dire qu'on a bien d'autres systèmes qui aujourd'hui sont rentables sur ces différents itinéraires. Enfin, la contractualisation, alors j'ai cité quelques exemples significatifs, mais ça me paraît important parce que ça se développe. Il y a d'autres exemples aujourd'hui qu'on pourrait citer, mais qui restent assez marginaux. Il y a le travail qui a été fait dans le sud-ouest en particulier, avec des contrats tripartites entre les propriétaires, je cite la coopérative Alliance parce qu'elle en a fait beaucoup, et puis des industriels, que ce soit des industriels de l'énergie, des industriels de la pâte, des industriels d'autres secteurs. Et là, ça a permis d'installer plusieurs milliers d'hectares de ce type de plantation. Donc ça me paraît important. Je ne vais pas rentrer dans les détails des contrats, mais il y a des contrats qui sont tripartites, donc qui profitent aux trois parties. C'est l'objectif. Donc il n'y a pas de risque, beaucoup moins de risque. Il y a un deuxième exemple qui est ce que fait aujourd'hui Smurfit Kappa dans le sud-ouest, qui propose des contrats à terme avec les propriétaires adaptés à chaque type de gestion forestière, court, moyen et long terme, et négocier avec le propriétaire, avec ou sans l'intervention directe de la coopérative. Donc ça me paraît important et ça se développe. Puis le troisième exemple, qui est l'exemple qui est mené par Fibre Excellence, où ils ont deux types d'approches, des contrats en style TCR d'eucalyptus, dans lequel ils ont un objectif de contractualiser pour installer de l'ordre de 300 hectares par an entre 2016 et 2020 de TCR d'eucalyptus, en cofinançant une partie des frais de plantation et puis en contractualisant l'achat de bois sur 20 ans à des prix qui sont garantis et révisés. Donc ça veut dire qu'en gros là on a bien un investissement de l'industriel très clair pour son approvisionnement. Et puis un deuxième exemple qui est sans contractualisation, ce qui est aujourd'hui développé dans le cadre de l'AMI dynamique Save-Igual, où en gros il y a une aide privée complémentaire des aides publiques dans cas d'amélioration. Donc amélioration, le terme d'amélioration par transformation ou par enrichissement, où il y a donc là aussi une volonté d'aller un peu plus loin. Voilà, c'était tout ce que... Oui, je crois que je respecte à peu près les 20 minutes, donc merci beaucoup.